Bonjour, je suis Christian Perron, docteur en médecine, docteur en sciences aussi. Pendant des années, depuis 1994, j'étais professeur de médecine à l'université de Versailles et chef d'un département de maladies infectieuses et tropicales dans un hôpital universitaire à Garches, en banlieue parisienne, qui dépend du groupe des hôpitaux de Paris, de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Alors, ce qui marque peut-être un peu mon parcours par rapport à d'autres médecins qui sont restés très hospitaliers. Pendant 15 ans, j'exerçais des fonctions importantes dans la santé publique, puisque j'ai été président de beaucoup de commissions officielles de différentes agences qui travaillaient finalement pour le Conseil des autorités de santé en France, pour la gestion des maladies infectieuses, des épidémies, de la vaccination. La dernière grande commission, c'était le Haut Conseil de la santé publique. J'étais président de la section maladies transmissibles, j'ai présidé le comité des vaccinations, j'ai présidé des groupes de travail à l'Agence du médicament. Puis j'avais aussi un parcours de recherche, j'avais été directeur adjoint d'un centre de référence pour la tuberculose à l'Institut Pasteur à Paris. Et après, j'ai aussi, dans ma carrière, une orientation un peu internationale, puisque pendant plusieurs années, j'étais vice-président à l'OMS du groupe d'experts européens pour la vaccination. Donc voilà, j'en oublie pas mal, mais j'ai fait beaucoup de publications scientifiques pendant ma carrière, plus de 300 publications, et actuellement, j'approche une quinzaine de publications rien que sur la crise Covid, avec des collègues scientifiques français internationaux. Alors, je suis retraité de l'hôpital depuis 2 ans. Je suis toujours médecin, contrairement à ce qu'on a dit dans les médias, je n'ai jamais été radié. Mais dans le Conseil de l'ordre, la chambre disciplinaire m'avait donné totalement raison quand j'avais été attaqué par le Conseil national. Mais j'ai pris ma retraite spontanément, mais je n'ai jamais autant travaillé, parce que je continue la recherche, je continue à me battre pour défendre les intérêts de la population dans cette crise qui est terrible pour tous les habitants de la planète. Et je remercie à la limite les organisateurs de cette pandémie qui était parfaitement programmée depuis des années. Malheureusement, on a toutes les preuves, on ne peut plus dire le contraire maintenant, pour essayer d'asservir les populations. Je les remercie parce que cette crise, ils ont voulu aller trop vite, leur virus n'a pas bien marché. Il n'y a presque pas eu d'augmentation de la mortalité dans le monde, je pense à l'échelle de population. Malheureusement, et je leur rends hommage aux victimes, à leurs familles, parce qu'il y a des personnes âgées, des personnes avec des facteurs de risque importants qui sont morts. Ça, c'est terrible, parce qu'en plus, on avait des traitements, on aurait pu les sauver, la plupart. Avec le recul, je remercie ces organisateurs de toutes ces crapuleries, je pourrais dire, parce que ils m'ont ouvert les yeux, ils ont ouvert les yeux de millions de gens dans le monde, et si ce n'est pas des milliards de gens, qui aujourd'hui s'aperçoivent que c'était une gigantesque manipulation. Et il y avait tous les éléments. D'ailleurs, tous ces événements étaient annoncés à l'avance. Ceux qui l'ont organisé ne s'en sont pas cachés. Il y avait la page de couverture du journal The Economist en janvier 2019 qui annonçait toute la pandémie de coronavirus avec tous les symboles. Vous pouvez chercher sur Internet si vous voulez vérifier. Il y a le Bill Gates qui a organisé aux États-Unis quelques semaines avant le début officiel de la pandémie ce qu'ils ont appelé aux États-Unis Event 201, c'est-à-dire l'événement 201, où il répétait avec des représentants de l'armée, des représentants de toutes les institutions américaines et un peu internationales, comment il fallait gérer une future épidémie de coronavirus. Ils savaient déjà que ça allait arriver, comment il fallait contrôler les médias, qui allaient dire n'importe quoi. Donc ils avaient déjà prévu la censure, ils avaient déjà tout programmé. C'est ça qui m'impressionne le plus. Donc là, c'est pas tant... Parce que moi, j'ai déjà dit plein de choses sur les traitements précoces, la chloroquine, l'azithromycine, on a la preuve formelle que ça marche. Didier Raoult a publié une étude sur plus de 30 000 malades. On a repris l'étude avec des collègues français-américains, on a confirmé ces résultats. On sait que leurs soi-disant vaccins, ce n'étaient pas du tout des vaccins, des produits très dangereux qui ont été développés à la va-vite, qui ont fait beaucoup de dégâts. Maintenant, on le voit bien, ils sont responsables d'une mortalité énorme dans le monde. Ils n'ont absolument pas protégé, parce que les gens inoculés ont fait plus de Covid et plus de formes graves et sont plus morts. Alors pour un vaccin, un chapeau. Donc quand on me traite d'antivax, j'étais toujours pour les vaccins. Bon, maintenant je reconnais que j'ai plus confiance dans l'industrie pharmaceutique. Je ne sais pas ce qu'ils nous mettent dedans aujourd'hui, mais jusqu'à une période récente, j'avais totalement confiance. Là, je suis
quand le Conseil de l'ordre m'avait donné l'ordre de ne plus parler de vaccins en public, j'ai tout de suite répondu dans les médias, c'est très bien, le Conseil de l'ordre m'a demandé de ne plus parler des vaccins, ça tombe très bien parce que ces produits, ce n'est pas des vaccins, donc je suis tout à fait libre de parler. Voilà. Donc, je ne veux pas trop m'attarder sur toute cette gestion catastrophique, c'est juste de réaliser que le Covid, ça a été une des étapes pour aboutir au nouvel ordre mondial. C'est ce qu'ils souhaitent. Donc il va y avoir la suppression de l'argent liquide, le réchauffement climatique. On pourra plus bientôt se racheter une voiture thermique. Bon, les peurs avec les guerres, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza. Sans arrêt, on essaie de nous maintenir dans la peur pour nous manipuler et que tous les gens soient dociles comme des moutons pour accepter de se faire plumer et d'être contrôlé. C'est ça, je crois, qui ressort après ces 4 ans de crise. Alors, pour moi, la médecine a beaucoup évolué, mais dans le mauvais sens. En France, moi, quand j'étais jeune interne, étudiant, les patrons, c'était des gens très humanistes, proches de leurs malades, qui discutaient avec leurs malades, qui les examinaient soigneusement. Il n'y avait pas beaucoup d'examens complémentaires. Moi, quand j'étais étudiant, le scanner n'existait pas. Et puis quand les premiers scanners sont arrivés, les gens devaient aller en Belgique, il n'y en avait pas en France. Et après, il fallait attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous de scanner. Donc maintenant, on peut avoir le scanner dans les 5 minutes. Mais le revers de la médaille, c'est que les jeunes médecins ne soignent plus que sous forme de procédure, de résultats d'examens complémentaires, résultats du scanner, résultats de tests biologiques. Ils ne prennent plus le temps de parler avec leurs malades. Puis ils n'ont même plus le temps. Un généraliste, maintenant, il est obligé de voir un malade toutes les 10-15 minutes parce que les généralistes sont en voie de disparition. Tout ça, c'est programmé. Hein. On pourra y revenir sur cette destruction qui est déjà programmée de la médecine. Ils n'ont plus trop de temps d'examiner, donc ils prescrivent des examens complémentaires et malheureusement, les décisions ne sont prises que sur des résultats d'examen et pas sur le ressenti du patient. Et puis, c'est une médecine très focalisée sur une cause d'une maladie, un traitement, si possible très cher, parce que, évidemment, Big Pharma est derrière tout ça. Alors qu'avant, la vraie médecine humaniste, qui est encore ce que fait la médecine chinoise traditionnelle ou beaucoup de médecines dans le monde, c'est la prise en compte de l'individu dans son ensemble, la médecine holistique, humaniste. On doit savoir qui est la personne qui est malade, pourquoi elle est malade, ses fragilités, peut-être des traumatismes qu'elle a eu dans l'enfance. Beaucoup de gens ont des traumatismes physiques, sexuels, qui n'expriment jamais. Moi, j'ai des gens, ils m'ont avoué à 65 ans qu'ils avaient été sodomisés quand ils étaient petits par des... Voilà, donc, et ça a contribué au développement de maladies chroniques, bien évidemment. Donc, il y a ça, il y a l'alimentation, la gestion du stress, l'exercice physique, toute la pollution, tous les compléments, toutes les cochonneries qu'il y a dans la nature, les pesticides, dans l'eau. Alors, il y a l'eau du robinet, mais même on voit qu'il y a des eaux minérales maintenant qui sont attaquées, parce qu'on trouve des choses bizarres. Donc la médecine, c'est tout ça. C'est pas uniquement un résultat d'examen et je prescris un médicament très cher et on essaie de réduire la médecine à ça. Donc pour moi, la médecine est sur une pente très dangereuse. De toute façon, ils veulent la disparition de la médecine. On le voit bien parce que dans tous les pays, ils suppriment petit à petit les médecins. Ils ont fait semblant d'augmenter un petit peu les quotas d'étudiants, mais en fait, c'était pas grand-chose. C'était pour les journalistes. Hein, et même à Paris, quand même, qui est une grande ville, c'est pas un désert dans la montagne. Aujourd'hui, les personnes ne trouvent plus de nouveaux médecins. Quand leur médecin part à la retraite, il n'y a pas de relève. Les rares jeunes qui sont installés, ils doivent remplacer d'un seul coup 5 médecins. Ils sont débordés, puis ils veulent garder maintenant. À l'époque, il y avait peut-être des médecins qui sacrifiaient leur vie privée pour travailler quelquefois le week-end, le soir. Maintenant, les jeunes, ils veulent plus. Donc, je comprends aussi un petit peu. Il y a des spécialités en voie de disparition totale. Et alors là, on est en train de mettre partout à Paris, dans d'autres villes, c'est peut-être pareil en Suisse, des machines à consulter automatiques, comme des cabines de photomaton, c'est le médicoton. Je sais pas. On rentre dans la cabine, on met sa carte vitale pour la France, sa carte d'assurance maladie, on peut mettre sa carte de crédit aussi, c'est important, je pense. Et puis voilà, on remplit un questionnaire, comme ça toutes les données sont données à Microsoft, puisque en tout cas pour la France, Macron
a donné toutes nos données de santé à Microsoft, hein, c'est Bill Gates. Bon. C'est comme ça. Et puis après, alors si vous vraiment voulez voir un médecin, vous appuyez sur un bouton, donc il y a un médecin qui apparaît, qui vous pose quelques questions, et puis voilà. Et puis au bout de quelques minutes, il vous envoie une ordonnance que vous pouvez imprimer pour faire des examens. Voilà, c'est la médecine d'aujourd'hui dont il rêve. Alors comme il n'y aura plus de médecins bientôt, il va en garder quelques-uns pour des spécialités un peu complexes, mais ils veulent que la médecine de base soit assurée par les infirmiers et les pharmaciens. Donc c'est déjà dans la loi en France. Hein. Les infirmiers, depuis Agnès Buzyn, ont le droit d'exercer la médecine s'ils passent un diplôme complémentaire, ça s'appelle les soins infirmiers à compétences élargies. Alors peut-être pas la médecine très spécialisée, mais la médecine de base que fait souvent le médecin généraliste, et aussi le ministre de la Santé, je ne sais plus lequel, parce qu'avec Macron, là, ça a changé tout le temps. Il y a moins de 2 ans, il y a un ministre aussi qui a donné aux pharmaciens le pouvoir d'exercer la médecine, c'est-à-dire de prescrire et de vendre. En plus, c'est malsain quand c'est le même qui prescrit et qui vend sa camelote. Ça s'appelle un conflit d'intérêts majeur. C'était possible déjà aux États-Unis, dans d'autres pays depuis longtemps, mais en France, c'était interdit. Contrairement au vétérinaire, parce qu'un vétérinaire peut dire à un propriétaire de chien, non, surtout lui donnez pas de la viande naturelle, c'est très mauvais, j'ai des super croquettes, je ne sais pas combien d'euros le sac, et le vétérinaire vend lui-même ses croquettes, et c'est pas un gros pourcentage dessus, donc c'est pour ça que les vétérinaires ont converti tous leurs clients à acheter des croquettes pour leurs animaux. C'est un gigantesque... Je prends un exemple, c'est caricatural, mais... Donc maintenant, le pharmacien pourra aussi vendre ses croquettes aux humains, quoi, en disant il faut absolument faire tel vaccin, il faut absolument prendre tel médicament, si possible qu'il coûte cher. Donc il pourra à la fois le prescrire et le vendre. Donc, voilà, donc tout ça, c'est des dérives que la population ne perçoit pas. S'ils l'aperçoivent maintenant, je sais, moi je suis le petit dernier d'une famille nombreuse, une de mes sœurs plus âgée, elle avait un médecin à Paris depuis des années. Il a pris sa retraite. J'ai mis plus d'1 an à trouver. Pourtant, je connais bien beaucoup de médecins, mais ils disaient non, on peut pas prendre de nouveaux patients, on est débordés. Bon, j'ai trouvé un médecin, mais très loin de chez elle. Alors, je sillonne la France. Il y a des régions rurales, il n'y a plus un médecin à 50 km à la ronde. Donc les gens il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne vont plus voir le médecin aujourd'hui et qui souffrent de maladies chroniques à la maison et qui meurent peut-être de façon prématurée. De toute façon, on voit l'espérance de vie. Déjà, ça a commencé aux États-Unis il y a quelques années, se casse la figure. Ça commence en France. Cette médecine moderne, elle est catastrophique pour la santé des individus. Et ça, c'est soutenu à coups de milliards. Mais parce que ça fait des milliards de bénéfices à l'industrie pharmaceutique. Et on casse l'hôpital public en plus. Récemment, en France, un projet de loi sur les dérives sectaires, avec un fameux article 4 qui dit si un médecin dit à un patient de ne pas prendre le produit recommandé par M. Véran, de prendre de la chloroquine et pas de se faire inoculer par un produit expérimental dangereux dont on n'a aucun recul, ou si un naturopathe propose de soigner avec des plantes, il peut avoir... Alors, selon entre 1 et 3 ans de prison, que je ne sais plus les chiffres exacts, et maintenant c'est 30 000 euros d'amende, ça peut aller jusqu'à 45 000 euros d'amende. C'est du délire total, quand on voit que ces médecines naturelles sont prescrites depuis des millénaires. Quand on voit qu'en Chine, aujourd'hui un étudiant en médecine en Chine, j'ai un ami européen qui a épousé une chinoise qui a vécu là-bas très longtemps, ils font un double cursus, ils doivent apprendre la médecine occidentale classique, les antibiotiques, tous les produits dits modernes, mais il est obligé de faire la moitié de son parcours en médecine traditionnelle chinoise, apprendre l'acupuncture, les plantes, et c'est parfaitement synergique, il n'y a aucune opposition. Donc maintenant, tout ce qui ne va pas dans le sens des profits pour Big Pharma est diabolisé. Et je pense que la France est un exemple parce qu'ils veulent, comme la France est le symbole, même si maintenant c'est plus très vrai, mais a été le symbole un peu de la liberté, pays des droits de l'homme, etc. L'État profond veut casser la France et Macron il est missionné pour ça parce que si la France tombe, c'est ce que m'ont dit beaucoup d'Américains ou d'autres pays, le monde entier va s'écrouler.
La France est un symbole fort. C'est pour ça que en Suisse, vous avez moins souffert, par exemple, pendant les confinements, où ça a été dur aussi, mais en plus, j'ai vu récemment le film Terrorisme helvétique là, qui dénonce des abus de pouvoir, et ça a été encore plus violent en France. C'était extrêmement violent contre la population. Si cet article 4 avait existé à l'époque où Macron, Buzyn, Véran et tout ça ont pris leurs décisions, on pourrait les attaquer en justice, parce que ça tomberait parfaitement sous le coup de leur loi pour dérive sectaire, parce qu'ils ont pris des mesures qui n'avaient aucune base scientifique. C'est pas parce qu'ils avaient réuni 10 Pékins à l'Élysée en disant c'est les meilleurs scientifiques du monde qui sortaient du chapeau et qui du coup étaient au-dessus de toutes les lois, au-dessus de toute la vraie science. Ils ont totalement dérapé par rapport à la démarche scientifique normale. Après, ce qui est grave, c'est que quand ils utilisent le terme, il faut suivre le consensus médical, le consensus scientifique, sinon vous êtes en dehors des clous, vous êtes un charlatan. Ils oublient que la science, ça change tout le temps. Un jour, il y en a un qui a dit la Terre n'est pas plate, elle est ronde, on a failli le voler. Bon. Tout le temps, la science, c'est une confrontation d'idées, certaines bonnes, certaines moins bonnes, puis avec le temps, il y a un autre gars génial qui a une nouvelle idée, puis finalement, la science progresse comme ça. Donc la science, on doit confronter des idées, même si elles sont contraires parfois. Elles ne sont pas contraires définitivement, parce qu'après, il y a toujours l'évidence qui apparaît, mais il faut accepter ce débat contradictoire, et un consensus aussi n'est valable que sur une période limitée. Moi, je le sais, j'ai présidé des groupes de travail dans les plus grandes agences françaises pour rédiger ou dans les sociétés savantes, pour rédiger des consensus, rédiger des recommandations. Mais autour de la table, il y avait des personnes, quelquefois, qui avaient des avis différents, mais on les prenait en compte. On pouvait nuancer certaines conclusions, en disant tant qu'on n'y voit pas plus clair, on est plus prudent sur tel aspect. Et surtout, un consensus, ça dure, c'est pas éternel, c'est pas gravé dans le marbre. Donc, cette histoire. Et puis, vous savez, je sais pas, il y avait un livre qui s'appelait La fabrique du consentement, qui est super. Cette histoire de consentement, ça a été créé volontairement pour manipuler les foules, parce que si d'emblée, comme ça, j'arrive, je suis le nouveau président, super machin, je dis voilà, je vous impose une nouvelle loi, c'est comme si, c'est comme ça. Tout le monde va être dans la rue en disant mais c'est n'importe quoi. Si vous arrivez tout doucement en disant pour telle profession, on peut revenir à la médecine, on va faire une réunion de consensus pour que tout le monde puisse s'exprimer, pour faire des recommandations, mais vous inquiétez pas, ce ne sera pas du tout obligatoire, c'est juste pour vous aider dans votre démarche de réflexion. Si ça reste là, c'est parfait. C'est comme ça que j'avais commencé ce travail de recommandation. Puis petit à petit, au bout de quelques années, on va vous dire, finalement, les médecins qui suivent, ils vont être récompensés, ils vont avoir... ça va les favoriser dans leur carrière, on va les faire entrer dans telle ou telle institution. Puis ceux qui ne suivent pas, on va les punir. Et puis après, pour la médecine, on va leur envoyer le Conseil de l'ordre parce qu'ils ont fait une ordonnance qui n'était pas dans le cadre du consensus. Alors que la liberté de prescription, normalement, elle est dans la Constitution, quoi. Elle est c'est le respect du serment d'Hippocrate, c'est qu'un médecin est libre. Après, s'il fait n'importe quoi, qu'il fait des traitements dangereux, s'il y a des plaintes de patients qui soient convoqués un jour devant des juges, bon, c'est normal. Mais là, toutes ces plaintes des conseils de l'ordre, il y a 0 plainte des malades. C'est juste l'État qui dit il faut aller punir le docteur machin qui a pas su. Donc vous voyez que là, et finalement, au bout de quelques années, la recommandation s'impose à tous. Donc c'est comme si c'était une loi sans qu'il y ait aucune loi. Donc c'est très pervers. Alors, c'est l'exemple de la médecine, mais si vous regardez, c'est dans tous les domaines de la société. C'est ça la fabrique du consentement. On essaie de faire adhérer les gens à un consentement en vous disant que c'est un consensus, puis petit à petit, ça devient obligatoire. Et c'est très pervers, parce que c'est partout dans l'industrie, les processus de fabrication. On dit à des employés, si vous êtes un bon employé, que vous suivez la recommandation qui vient de chez McKinsey ou je sais pas où, vous aurez des primes, vous allez monter en grade, et puis si vous ne suivez pas, vous allez être puni, voire licencié, alors que ce n'est pas du tout une obligation légale. Regardez même ce qui s'est passé avec l'obligation vaccinale. Normalement, c'était les soignants, les pompiers, dans certaines professions, les militaires, mais pas les policiers, parce qu'on a dit aux policiers,
on vous vaccine pas, mais en échange, vous donnez bien de la matraque s'il y a besoin. Non, mais alors, on vous fait une obligation, on vous dit que c'est pas obligatoire, quoi, on vous entourloupe. Et finalement, on a vu plein de chefs d'entreprise dans des compagnies d'assurance, des banques, des cabinets d'avocats, des supermarchés, qui ont exigé la vaccination à leurs employés pour venir travailler. Alors que ce n'était pas du tout dans la loi, il n'y avait aucun texte qu'une caissière dans un supermarché doit avoir le vaccin, elle devait avoir le vaccin pour prendre le train, pas pour prendre le métro, parce qu'on peut s'entasser à des centaines dans un wagon de métro à pas pouvoir respirer, mais alors prendre le train, c'était interdit, ou prendre l'avion, Donc voilà, vraiment, ça s'appelle de la manipulation. Et bon, tout ça m'a sauté aux yeux petit à petit. Moi, il y a quelques années, je pensais encore vivre en démocratie. Hein. Maintenant, il y a des polémiques. Et ce qui m'inquiète, voyant ce qui se passe avec le Covid, est-ce que déjà depuis plusieurs années, ils ne nous ont pas mis des produits qui ne sont pas déclarés? C'est la question que je me pose. J'aurais jamais eu cette interrogation il y a 5 ans. Il y a un règlement, par exemple, à l'Union européenne, ce n'est pas les vaccins, je parle par exemple des herbicides ou des produits qu'on utilise. Si vous allez dans une jardinerie acheter un produit herbicide, une fois, je vois, c'était pourtant un gros flacon de l'industrie chimique allemande en verre qui coûtait assez cher. Et sur l'étiquette, je vois acide acétique, le seul composant marqué. Acide acétique, c'est le vinaigre. Alors, je sais que le vinaigre blanc peut être utilisé comme herbicide. Bon, c'est pas le plus puissant des herbicides, mais il y a une petite activité. Puis j'appelle un copain qui est spécialisé là-dedans. Il me dit non, mais t'inquiète pas, c'est normal. Il y a une loi qui est passée en Europe qu'ils sont tenus de marquer qu'un seul des composants. Donc il m'a dit, il peut y avoir l'équivalent du Roundup dans le flacon. Et du moment qu'ils ont marqué vinaigre, c'est bon, ils n'ont pas besoin de marquer les autres. Donc quand je sais que maintenant, ça se produit aussi probablement dans l'industrie alimentaire industrielle, parce qu'ils ne marquent pas tout ce qu'ils rajoutent. Ils sont obligés d'en marquer, mais il n'y a pas un inspecteur derrière chaque fabricant pour vérifier tout. Moi, je me dis que c'est peut-être la même chose maintenant avec les vaccins. Qu'on me démontre le contraire, qu'il y a vraiment des équipes de laboratoires indépendants capables d'étudier. Moi, quand j'avais demandé à des labos d'étudier de façon indépendante les vaccins Covid, ils ont tous refusé, ils avaient peur. Ils ont dit, si je fais ça, mon labo va être fermé, peur des représailles. Donc il y a des gens qui disent, il y a du graphène, d'autres disent, il n'y a pas de graphène, moi j'en sais rien. Tant qu'il n'y a pas une étude sérieuse, on sait maintenant qu'il y a des contaminants ADN qui ne devraient pas être là, qu'on a trouvé du virus SV40. On sait que le virus SV40 avait déjà contaminé, je crois que c'était un vaccin polio dans les années 60, ou je ne sais plus la date exacte, enfin c'est il y a longtemps, et que ce virus a un vaccin de singe normalement, qui est utilisé au laboratoire, on sait qu'il peut donner des cancers de la plèvre des années après. Bon, on trouve ça dans les vaccins Covid, c'est quand même inquiétant. Alors, avant, dans les vaccins, il y avait les adjuvants. L'aluminium, j'ai jamais été convaincu parce que c'est le troisième élément sur Terre après l'oxygène et le silicium. Il y a de l'aluminium partout dans les aliments, dans l'eau du robinet, ça, c'est en quantité naturelle. Hein, l'aluminium, il y a plus d'aluminium sur la surface terrestre qu'il y a de fer ou de charbon. Les gens ne le savent pas. Bon. Donc on a diabolisé l'aluminium sur des arguments pas très convaincants pour moi. Bon, après, si on me demandait, je dirais ce serait peut-être bien de revenir à l'adjuvant calcium qui faisait pas polémique, qui utilisait les vaccins de l'Institut Pasteur pendant des années, ça marchait très bien. On s'était remplacé par l'aluminium parce que les vaccins ayant un brevet américain ont dominé le monde. Quand Pasteur a fusionné avec Mérieux utilisait les vaccins américains et l'aluminium s'est imposé. Donc, moi, si on pouvait enlever l'aluminium, je serais ravi. On arrêterait les polémiques. Mais je suis pas convaincu d'un point de vue scientifique que ce soit l'aluminium qu'il faille diaboliser. Mais il y a peut-être d'autres cochonneries qu'on ne sait pas aujourd'hui. Hein. Il y a cette augmentation très inquiétante de l'autisme qu'on a mis sur le dos des vaccins. Mais là encore, il faut être prudent. À la même époque, on a commencé à voir les perturbateurs endocriniens partout dans la bouffe, dans l'eau, la multiplication des ondes, le téléphone portable. Je dis pas pourquoi ce serait pas aussi d'autres facteurs que le vaccin, parce que tout s'est apparu un peu à la même période. Donc, je dis pas que c'est pas vrai, mais ce que je trouve dégoûtant là-dedans, c'est qu'aucun État ne va financer, ce serait pas si compliqué, quand ils donnent des milliards pour acheter leur saloperie, là, ils peuvent pas donner quelques millions pour faire une étude sérieuse pour dire oui ou non, le vaccin est horaire de l'autisme, oui ou non, l'aluminium est responsable de ça. Non, il y a rien. Donc voilà. Donc,
globalement, quand on voit les résultats des vaccins jusqu'à une période récente sur les maladies, ils étaient excellents. Moi, j'ai suivi ça de très près. Alors, quelquefois, il y a des gens qui racontaient un peu n'importe quoi. Enfin, c'est l'habitude. Puis surtout, le vaccin, ça touche des personnes en bonne santé. Chez un malade, on peut accepter qu'il y a un petit risque, parce que s'il a une maladie où il risque de mourir, on peut... mais quand on inocule des gens en bonne santé, il faut vraiment être sûr de la qualité du produit. Voilà, donc moi, je suis dans une période maintenant d'interrogation. Je pense que du coup, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait suspendre les obligations vaccinales pour tous les vaccins, parce qu'on ne peut plus obliger les gens à recevoir des produits dont on n'a pas les études complètes. Et si vous... Moi, j'ai préfacé la version française du livre de Bob Kennedy Jr. En français, je crois que ça s'appelle... je ne sais plus dans quel ordre, il y avait Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma, publié chez Marco Pieter, qui est un éditeur belge. C'est un livre assez dense, mais c'est 40 ans d'investigation d'un avocat, parce que Robert Kennedy est avocat. Il a mis au grand jour tous les scandales du NIH, l'équivalent de l'INSERM américain, qui était dirigé pour la branche maladie infectieuse par Fauci. Des études truquées sur le sida en Afrique, on a caché les morts sous le tapis, que même les présidents des États-Unis camouflaient tout ça pour pas nuire à la réputation des États-Unis en Afrique. On lit des scandales colossaux. Lui, il a tout révélé dans un livre, ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti, il n'a jamais été attaqué une seule fois en justice pour diffamation, parce que j'étais impressionné, c'est pour ça que j'ai préfacé ce livre, parce que tout ce qu'il dit, il y a les preuves, il y a les sources. Et vous voyez que l'industrie pharmaceutique, depuis des années, elle ne fait plus du tout les études selon les canons de la science. Normalement, on doit faire une étude contre placebo, là, ils ne font pas contre placebo, ils font contre l'excipient. Donc, si l'excipient a un effet néfaste, on ne peut pas le voir, parce que les 2 groupes de patients, soi-disant tirés au sort, reçoivent le même excipient. C'est un exemple, mais comment ils peuvent manipuler un petit peu toutes ces études. Là, le pompon pour le Covid, d'abord, c'était une technologie de thérapie génique. On a dit, oui, mais elle a déjà été utilisée dans les cancers. En fait, quand on regarde, il y a eu très peu d'utilisation, et souvent, ça a foiré, ça n'a pas bien marché. Qu'ils avaient déjà des brevets avant même qu'il y ait la pandémie, qu'ils avaient déjà commandé des flacons en verre pour mettre les vaccins, des milliards de flacons avant qu'il y ait la pandémie. Donc, on voit bien que tout ça a été planifié. Ils sortent du chapeau, un vaccin, ça y est, il est étudié. Puis tout de suite, d'ailleurs, il y a une femme ça lui a coûté sa carrière, elle travaillait pour une boîte, j'ai oublié le nom, mais qui travaillait pour Pfizer pour modéliser les résultats. Et elle a craqué quand elle a vu qu'ils truquaient les résultats. Elle a publié dans le British Medical Journal. Après, elle s'est fait traîner dans la boue par tout le monde. Elle a perdu son job parce qu'elle a osé parler. Donc, dès le début, on savait qu'il y avait des études truquées. Après, quand on ne peut pas avoir les statistiques en France, il y a Laurent Toubiana, Pierre Chaillot, moi avec Xavier Zalbert, plusieurs fois on a demandé au ministère de la Santé, on voudrait avoir les résultats des morts par rapport au statut vaccinal. Ils ont d'abord répondu, on n'a pas les données. Alors que l'assurance maladie a tout. Ils sont capables de sortir du chapeau des tas de trucs sur vaccinés. Là, on les a pas. Alors comme on insiste, il ne faut pas trop se moquer de nous. Oui, on les a en fait, mais ce serait trop de travail. Ça prendrait 15 jours de travail des fonctionnaires du ministère. On n'a pas le temps. Alors, on a même dit, si vous n'avez pas le temps, pas les moyens, on peut faire un appel de fonds pour financer quelques experts indépendants de haut niveau pour donner nous la base de données. On veut bien l'analyser. Si ça vous prend trop de temps, que ça coûte trop cher. Et bien sûr, c'est un prétexte, ils ne donneront jamais. Alors que les Anglais, j'aime pas toujours les Anglais dans toutes les situations, mais là au moins, c'est l'un des rares pays qui a rendu public depuis le début sa base de données. On peut voir les morts par rapport à la vaccination. Il n'y a pas photo, ça fait 2 ans déjà que je l'avais dit dans les grands... C'est là où j'ai été viré de toutes les télés aussi. Parce que c'est ça, déjà en fin 2022, on voyait que les inoculés avec le produit expérimental, s'ils rencontraient le Covid qui faisait une forme grave, mouraient 4 fois plus que les non-vaccinés. Et là, ça se confirme. Maintenant, on voit les pics de mortalité partout dans le monde, que depuis la campagne vaccinale, alors que pendant le Covid... il y a une petite augmentation, mais qui n'était pas plus forte que certaines années de grippe sévère. Alors ils nous disent, oui, mais c'est le stress, c'est le réchauffement climatique, ils cherchent n'importe quel prétexte. Puis la chute de la fertilité, c'est quand même impressionnant. Même Macron l'a reconnu. Alors, il a dit, oui, il faut réarmer les Français pour la fécondité. Alors,
On sait que le vaccin, on voit plus de spermatozoïdes, on voit les femmes perdre leurs règles. Et quand on voit que des médias les ont traités de folles, c'est honteux ce qui a été fait contre le peuple français, pas que français, le peuple suisse et tous les peuples du monde. Il y a quand même des milliards de gens qui ont été inoculés contre leur consentement, parce qu'ils n'avaient pas le choix, c'est très souvent pour survivre, nourrir leur famille. Alors malheureusement, quand beaucoup de journaux médicaux continuent à publier des fausses informations, que c'est relayé dans tous les médias, il y a un article récent en France qui a dit la chloroquine, ça a tué 17 000 personnes. Alors que Raoult a montré sur 33 000 personnes que ça avait sauvé plein de vies. Et qu'on analyse l'article soi-disant que la chloroquine est dangereuse. Et on s'aperçoit que les chiffres ne sont pas cohérents. Certains ont dû être ajoutés, inventés, qu'il y a plus de malades qu'il y en a eu à tel endroit. Ça s'appelle de la fabrication de fausses données. Et le plus grand scandale, c'était l'étude du Lancet sur plus de 90 000 malades. C'était en avril, mai, je ne sais plus la date exacte, 2020, pour dire que la chloroquine, c'était très dangereux, que ça ne marchait pas. C'était reconnu 15 jours après que tous les malades avaient été inventés sur un ordinateur, que c'était la plus grande fraude qu'on ait jamais vue. C'était reconnu publiquement par le journal, par les auteurs. Véran avait pris sa décision de supprimer la chloroquine sur cette étude fausse. Il est parvenu en arrière quand on a dit que c'était frauduleux. Et puis après, moi, je me suis dit, maintenant, les auteurs ont été démasqués. Il va y avoir des procès. Parce une étude comme ça coûte peut-être des millions de vies dans le monde. Il n'y a aucun procès contre eux. Regardez Andrew Hill, moi je l'ai connu, Andrew Hill, j'ai dû le croiser une fois ou deux à l'OMS quand il travaillait un peu sur les vaccins aussi à l'OMS. Il n'était pas dans ma commission, moi je l'avais croisé. Et Andrew Hill travaillait pour une grande université anglaise, et il était financé par l'OMS. Donc l'OMS, c'est quand même Bill Gates, tout ça, pour voir si l'ivermectine, ce produit, alors on a dit que c'est un produit vétérinaire, mais il est autorisé chez l'homme depuis des décennies. Il y a des centaines de millions d'humains qui en ont pris dans les pays tropicaux pour des parasitoses, mais il a aussi des propriétés antivirales. Donc on demande à Andrew Hill de faire l'étude de tout ce qui est publié dans le monde. Il est enthousiaste, il conclut, c'est génial, l'ivermectine, ça marche bien. Il était tout content, il commence à en parler publiquement. Puis là, il se fait convoquer au NIH aux États-Unis. Alors, je ne sais pas qui l'a rencontré, c'était Fauci ou un autre. Alors, il revient tout penaud en disant « Ah oui, mais je me suis emballé parce qu'en fait, les études sur lesquelles je me suis appuyé, elles n'étaient pas si bonnes que ça. Je n'avais pas vraiment le droit de conclure ça. » Il change pas son article, mais il change la conclusion. Et alors, Tess Lawrie, qui est une chercheuse anglaise, connaissait Andrew Hill. Elle l'a appelé en disant « Écoutez, Andrew, je ne comprends pas très bien. Pourquoi vous vous rendez compte que, vous savez, le nombre de morts tous les jours du Covid, alors c'est un chiffre, je ne sais pas, il y avait 9 millions de morts régulièrement dans le monde avec la maladie. L'ivermectine, on sait que ça a un peu sauvé les 3/4. Et comment vous pouvez retourner votre veste comme ça? Et alors lui, il ne savait pas qu'il était enregistré, parce que l'enregistrement était public après. Il dit « Oui, mais c'est pas facile pour moi, il faut comprendre, j'ai subi des pressions. » Et de qui vous avez subi des pressions? Et là, il a lâché le nom, notamment du professeur Dominique Costagliola, qui est chercheuse à l'INSERM à Paris. Même Tess Lawrie, que j'ai rencontré depuis, m'a bien confirmé cet entretien. De toute façon, c'était public. Et donc, comment un tout petit nombre d'experts comme ça peuvent manipuler d'autres experts, manipuler des publications avec des conséquences dramatiques en termes de santé publique, parce que c'est des chiffres énormes de morts qu'on aurait pu éviter. Ça fait froid dans le dos quand on voit le niveau de manipulation, et avec des gens qui étaient très bien insérés dans les grandes instances de recherche des grands pays. Je n'ai pas d'informations précises sur les nouveaux vaccins à ARN messager, mais je sais que tous les labos du monde, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais les quelques labos qui fabriquent des vaccins sont tous orientés là-dessus. Je sais qu'il y a le financement d'une grande usine de vaccins ARN messager en Afrique du Sud, qu'ils veulent que tous les vaccins dits modernes pour nos gamins, pour toutes les maladies de la Terre, alors, il y a tous les 11 vaccins actuels, mais ils vont en rajouter, j'ai vu, ils ont dans les tuyaux, il y en aura peut-être une vingtaine dans quelques années. Ils veulent que tout ça passe à la technologie ARN messager, qui jusqu'à présent est la technologie la plus dangereuse qui soit,
Bon, on l'a vu avec le Covid, parce qu'ils avaient dit, oui, l'ARN messager. Alors, c'est que normalement, dans nos cellules, on va de l'ADN vers l'ARN. Le chromosome, c'est l'ADN. C'est traduit en ARN, et l'ARN traduit ça en protéines. Donc normalement, ça va de l'ADN vers l'ARN, mais de temps en temps, ça va à l'envers. Alors c'est le cas du sida, c'est pour ça que le virus du sida, VIH, s'appelle un rétrovirus. Rétro, il marche à l'envers. Il va de l'ADN vers de l'ARN vers l'ADN. C'est pour ça que le virus du sida, qui est à ARN, arrive quand même à s'intégrer dans nos chromosomes. C'est pour ça que les gens qui ont attrapé le VIH ne peuvent plus s'en débarrasser. Il y a à vie dans leurs chromosomes. Même s'il y a des traitements, les trithérapies qui bloquent le virus, donc ils peuvent avoir une vie presque normale, mais le virus est toujours là, il n'est pas supprimé. Donc moi d'ailleurs, en fin 2020, j'avais écrit un article quand ils commençaient à faire leur campagne pour lancer les campagnes de vaccination. J'ai dit, attendez, vous êtes des apprentis sorciers là, parce que dans nos cellules humaines, on peut tout à fait à l'envers de l'ARN vers l'ADN. C'est pas la voie de nature normale, habituelle, mais on a tous dans nos chromosomes des bouts de gènes qui peuvent coder pour la transcriptase inverse qui marche à l'envers. C'est des gènes qui dérivent de virus animaux, ça remonte à des millénaires, mais c'est intégré dans les cellules humaines. Alors peut-être que ces gènes, ils dorment habituellement, mais peut-être pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, ils vont se réveiller. Quand j'avais dit ça, c'est un tollé. Perron, il connaît rien. Alors que j'ai quand même été diplômé de l'Institut Pasteur en virologie. J'ai manipulé des virus. J'ai suivi même les premiers cours sur les rétrovirus à Pasteur. Donc, je connaissais ça par cœur. Il ne sait même pas que ça va toujours l'ADN vers l'ARN. Il faut qu'il retourne à ses cours de sciences naturelles. Donc, je me suis fait traîner dans la boue. Et quelques mois plus tard, un premier article sort dans les très grands journaux scientifiques du monde pour montrer qu'on avait retrouvé la copie de l'ARN messager du vaccin dans l'ADN de cellules humaines. Alors, au début, c'était in vitro. Maintenant, je sais qu'il y a des études chez l'homme aussi. Donc, tout ce que j'avais dit s'est avéré vrai. Alors, comme ils avaient dit, c'est l'ARN messager, non, il est très fragile, il va disparaître en quelques heures, voire 2-3 jours, et puis il reste au point d'injection. En fait, on en a trouvé partout. Les autopsies. C'est pour ça en France, ils ont interdit les autopsies. Donc, il y en a eu beaucoup en Allemagne, aux États-Unis. Et puis, on en retrouve quelquefois longtemps après l'inoculation. Ils fabriquent cette fameuse protéine de pointe, la protéine qui permet au virus de s'accrocher aux cellules et puis de pénétrer. On appelle la protéine spike en anglais. Et alors là, ce soi-disant vaccin transforme nos cellules humaines en usine à protéines spike. Et ça fait des dégâts considérables. Cette protéine provoque de l'inflammation partout, provoque des caillots. C'est pour ça que après les inoculations vaccinales, les gens peuvent faire des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, des embolies pulmonaires, et des thromboses. Moi, j'ai croisé 2 personnes là, qui ont perdu une presque complètement, et l'autre partiellement la vue, d'autres qui ont perdu l'audition après les inoculations vaccinales, mais quelquefois des jeunes, des paralysies, plein de trucs. Et les cancers maintenant qu'on commence à voir. Alors déjà l'année dernière, j'avais été à huis clos dans une réunion de médecins. Alors, ils ne voulaient pas que ce soit filmé parce qu'ils avaient très peur de représailles. Mais comme ça, en tête-à-tête, des médecins qui suivaient beaucoup de patients atteints de cancer qui m'ont dit « on n'a jamais vu ça de notre carrière », ils en pleuraient. C'est-à-dire des gens qui avaient des cancers guéris ou stabilisés qui flambent en 3 mois, des rapidités d'évolution qu'ils n'avaient jamais vues, des gens qui meurent en quelques semaines, surtout à des âges jeunes. Il y a toujours eu des cancers chez des jeunes, même chez les enfants, mais c'est quand même très rare. Le cancer, c'est plutôt on l'attrape avec l'âge, entre guillemets. Et là, ils voient des jeunes. Et alors, ce qui les frappe beaucoup, c'est avec des types cellulaires de cancer qui étaient rarissimes. Moi, j'ai une femme qui suivait des patients atteints de cancer depuis 30 ans, une médecin, qui m'a dit, moi, tel type de cancer, j'en ai peut-être vu 2 dans ma carrière, et là, j'en ai vu plein d'un seul coup. Ou des gens qui développent le même jour 3 cancers différents dans 3 organes différents, mais c'est pas des métastases d'un cancer, c'est des types cellulaires différents. Ça a été décrit exceptionnellement, mais maintenant, ça devient beaucoup plus fréquent. Et d'ailleurs, de toute façon, l'impact sur la mortalité, on le voit aujourd'hui. Ils peuvent baratiner, dire que c'est le réchauffement climatique, mais ça tient pas la route une seule seconde. L'avenir de la médecine, si on continue comme ça avec les dirigeants qu'on a actuellement, tout est piloté par les fonds de pension américains.
et les cabinets de conseil internationaux qui font prendre les mêmes décisions par tous les ministres dans tous les pays riches. Ça qui est étonnant, c'est que ceux qui souffrent le plus dans la médecine aujourd'hui, c'est les pays riches et surtout les pays qui dépendent de l'OTAN. C'est peut-être un hasard, mais c'est comme ça. Beaucoup de pays africains, asiatiques s'en sortent très bien. La Russie, maintenant, moi j'ai connu la Russie après la chute de l'URSS où c'était en miettes. Les hôpitaux s'étaient délabrés, il n'y avait pas de médicaments. J'avais rencontré à l'Institut Pasteur Saint-Pétersbourg des experts qui pleuraient parce qu'il n'y avait même pas de comprimés pour soigner la tuberculose. Et quand on voit la Russie d'aujourd'hui, hyper moderne, très riche, avec une croissance économique fantastique, des hôpitaux flambant neufs, plus une médecine gratuite pour tout le peuple, j'ai chapeau, quoi. Donc on voit que les systèmes qui échappent à ce contrôle mondial s'en sortent bien. Et alors après, je pense que si on ne change pas tout le système politique mondial, on est comme ça, comme des esclaves à disparaître. Hein. Donc mais je pense que je suis confiant dans le réveil qu'il y a actuellement. Mais ça ne passera que par une mise à plat politique. Hein. Je sais pas, moi je suis pas pour la violence, mais il faut résister, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à montrer qu'on n'est pas dupe de leur supercherie. Et surtout s'ils recommencent avec leur virus X là qu'ils ont dans le chapeau, il faut dire bon, maintenant ça suffit la plaisanterie. Ils nous ont fait le coup de la variole du singe qui a fait flop. Alors, je l'avais dénoncé tout de suite en disant c'est une vaste supercherie parce qu'en plus les cas étaient partis le même jour de 15 pays différents aux 4 coins de la planète. C'est des gens qui avaient jamais voyagé, donc c'était pas possible déjà d'un point de vue scientifique. Quand j'ai dit ça, je me suis fait injurier par certains médias. Bon, finalement j'avais totalement raison. Il y a eu quelques centaines de cas, quelques morts, puis ça a fait flop. Donc ils avaient annoncé, ça y est, la nouvelle... Même Bill Gates avait annoncé la pandémie de variole du singe 1 an avant. Il avait même annoncé la date, il est fort. Et quand j'avais vu ça, ça m'avait surpris. J'ai vu qu'il avait investi en 2019 dans un vaccin variole. Puis j'avais regardé, je voyais que l'agence de médicaments de l'Europe avait déjà préenregistré un médicament miracle pour la variole qui n'avait jamais été testé chez l'homme. Donc le scénario recommençait. Heureusement, leur virus, il a pas été bon, il a fait flop. Bon. Alors, et à chaque fois, ils nous disent, on en a un nouveau, là, dans les cartons, vous allez voir, vous allez tous mourir. Mais pour moi, c'est du bluff. Parce que s'ils fabriquent un virus trop dangereux, ils nous ont fait peur avec Marburg et Ebola, ça fera jamais une pandémie. C'est des virus très dangereux qui tuent à 80%. Mais si on isole quelqu'un dans une pièce, qu'on se lèche pas les mains après l'avoir touché, on peut pas mourir d'Ebola ou c'est pas si contagieux. C'est juste, il y a des épidémies en Afrique parce qu'il y avait les coutumes que les villageois devaient tous venir caresser le malade ou le mort, sinon les esprits pouvaient se venger dans l'au-delà. C'est plus des habitudes de liens humains et peut-être religieuses qui ont fait que ça s'est prolongé normalement. Mais sinon, il suffit de fermer les routes et d'essayer de soigner les malades comme on peut. D'ailleurs, on peut les soigner par du sérum de convalescent. Il y avait des exemples. Hein. Alors, surtout maintenant, on n'a plus le droit d'en parler, c'est tabou. Mais moi, une épidémie de variole ou de Marburg, moi, j'arrête ça vite fait. Hein. Si on fait les choses correctement, ça fera jamais une pandémie. Mais pourtant, Tedros, plusieurs fois, il a dit attention, on est en train de vous la préparer, elle arrive. Et puis, ils se sont rendus compte, je pense que ça ferait flop. Il y a eu quelques cas, mais... Alors maintenant, il y a le virus X, hein, comme ça, on ne sait pas ce que c'est pour maintenir le suspense. Non, ce qui est très dangereux, avec tout ça, j'ai l'air de rigoler, mais c'est que l'OMS a changé les critères de pandémie. Avant, quand j'étais plus jeune, une pandémie, il fallait qu'il y ait des morts. Comme dans la peste de Camus, vous sortiez de chez vous, vous enjambiez des cadavres, il y en avait partout. Bon. Le Covid, c'était une vaste fumisterie avec une mortalité très faible. Bon. Donc maintenant, le Tedros, il peut déclarer une pandémie sans qu'il y ait un seul mort. Donc il dit, oh là là, il y a un virus très dangereux chez la chèvre de Poméranie, là, on va tous mourir. Et alors, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est le fameux traité de l'OMS qui doit être voté à la majorité simple au mois de mai, c'est-à-dire dans quelques semaines. Où là, si c'est voté, tous les pays qui sont aux ordres et qui se couchent devant vont accepter que Tedros prenne le pouvoir mondial. C'est-à-dire que le directeur de l'OMS, qui n'a même pas été élu, qui était mis en place par Bill Gates, parce qu'il venait de la fondation Gavi de Bill Gates, pourra décider, je déclare demain une pandémie,
même si elle est bidon. Je déclare qu'on ferme toutes les frontières. Je déclare que on a un produit super efficace qui est super testé, qui est dans les cartons depuis 3 mois. Vous serez obligé de le recevoir, sinon on ne pourrait plus vivre normalement. Et alors, ils avaient essayé de faire passer ça l'année dernière. Puis, je ne connais pas les détails si c'est tout à fait exact, mais je crois de me souvenir que c'était à la majorité des 2/3 et qu'ils ont changé le règlement intérieur pour que ce soit la majorité simple. Parce qu'il suffit de corrompre quelques pays en plus et puis ça risque de passer. Mais si ça passe, c'est une violation extrêmement grave. C'est-à-dire que ni les présidents des États, ni les premiers ministres, ni les parlements n'ont théoriquement plus leur mot à dire. Bon, si ça passe pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'on vienne tous à Genève avec des fourches, mais c'est pas possible. C'est un coup d'État mondial contre les États, contre les peuples. Et on est à Genève aujourd'hui, ben c'est tout. C'est ici que ça va se passer. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que l'OMS est une belle institution après la guerre. C'était noble pour aider la santé mondiale. Et puis, on voit comment c'était infiltré par des lobbies privés. Maintenant, c'est une société privée au service de Big Pharma, quoi. Alors que ça devienne une agence de dictature mondiale, moi, ça m'inquiète énormément. Hein. Et ça, je crois qu'il faudra se battre jusqu'au bout contre ça. Hein. Bien avant l'histoire du Covid, moi qui étais un homme de l'institution, parce que j'étais président un peu de tout et j'ai fait partie de tous ces décideurs en santé, mais j'en suis fier, je pense que j'ai fait du bon travail, je l'ai fait honnêtement, comme j'ai pu. Ça faisait déjà plus de 20 ans que je me battais pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique. La maladie de Lyme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite bactérie qui s'appelle Borrelia, transmise par les tiques. Et la piqûre de tiques, souvent on ne la voit pas parce que 3 personnes sur 4 piquées par des tiques ne le savent pas. Parce que les tiques, il y a des bébés tiques qui font 2 mm. Si elle vous pique dans les cheveux ou dans le dos, vous ne la voyez pas, elle se décroche et vous a contaminé. Puis voilà. Et après, alors, ça peut donner des signes aigus qui sont pas si fréquents. Une fois sur 2, il y a une rougeur un peu centrifuge, mais peut passer inaperçue, disparaître toute seule. Puis même quand vous montrez ça à votre médecin, il vous dit « Oh ben non, c'est pas ça, le Lyme, ça n'existe pas. » Il vous demande un test sérologique qui, à ce stade-là, est toujours négatif. Mais ah ben, le test est négatif, donc c'est pas ça, parce que les médecins connaissent pas bien. Et on envoie les malades en psychiatrie. Alors, pourquoi il y a eu ce déni sur la maladie de Lyme? Parce que c'était une bactérie qui était modifiée par l'homme, d'abord par les nazis, les japonais, puis les américains. Et quand la bactérie s'est échappée du centre de recherche à côté de Lyme, ça fait une grosse épidémie dans les années 70, et immédiatement, on a mis le couvercle dessus. Au début, ils ont dit non, c'est pas infectieux, puis après, c'est auto-immun, puis ah oui, mais c'est un virus, les antibiotiques marchent pas, puis après, ils ont été obligés de reconnaître que ça existait, donc ils ont fait semblant de découvrir la bactérie qu'ils avaient eux-mêmes créée, et surtout en disant que le seul test diagnostic fiable, c'était la sérologie, donc la recherche d'anticorps par une prise de sang, alors que ce test a été calibré au pifomètre pour dépister que 5% des malades, finalement. Comme ça, ils pouvaient maintenir la maladie de Lyme dans le registre des maladies rares pour pas avoir d'emmerdement. Et en disant, de toute façon, ça guérit très bien. Dans les formes aiguës, c'est 10 jours de traitement. Les formes un peu compliquées, 3 semaines d'antibiotiques, c'est guéri. Mais comme dans les formes un peu sévères, 1/3 des gens vont développer une maladie toute leur vie. Certains vont être paralysés, handicapés. Certains vont devenir fous, avoir des problèmes psychiatriques, d'autres des polyarthrites rhumatoïdes, des scléroses en plaques, des Alzheimer, plein de trucs. Alors, je dis pas que c'est que Lyme qui cause toutes ces maladies, mais ça peut être un cofacteur très important. Ben, on renvoie le malade vers son spécialiste, rhumatologue, neurologue, surtout vers le psychiatre, en disant c'est dans votre tête. Alors, on appelle ça fibromyalgie, c'est le terme à la mode, fatigue chronique. Et tout ça, je dis pas que tout est que Borrelia, parce qu'il y a d'autres microbes associés, qu'on appelle les co-infections, que j'appelle les crypto-infections, c'est-à-dire ces infections inapparentes, dont on est tous porteurs, qui ne se manifestent pas toujours et pour lesquels pour la plupart d'entre elles, il n'y a eu aucun test diagnostique développé. Parce que surtout, on n'a pas le droit de faire de recherche dans le domaine. Que de la recherche bidon, comme ça, pour faire des éditoriaux, pour dire le Lyme n'existe pas. Alors oui, il y a un exemple de manipulation. C'est pour ça que quand le Covid est arrivé, je connaissais cette manipulation où ils achetaient des grands journaux médicaux pour faire des éditoriaux, etc. Qu'il y avait des articles dans les grands journaux qui visiblement étaient faux. Moi, j'avais pas la preuve à l'époque, mais bon, mais qui convainquait tous les médecins du monde entier pour dire le Lyme n'existe pas, quoi. C'était. Et alors, ce qui m'a fait le plus rire, c'est triste, mais
c'est que dans le Line, pendant des années, ils ont écrit dans les grands éditoriaux, les plus grands journaux, surtout faites jamais de PCR. C'est un très mauvais test diagnostique, c'est on amplifie les petits fragments de l'acide nucléique. C'est beaucoup trop sensible. C'est pas parce que quelqu'un a une PCR positive à Borrelia qu'il a Lyme. C'est n'importe quoi. C'est pas des vrais. On détecte pas les vrais microbes. Puis quand le Covid est arrivé, allez tout le monde à la PCR pour des millions de gens en bonne santé. J'y fiche de moi. Puis en plus la PCR, on doit jamais la faire en dépistage de masse dans une population en bonne santé, parce qu'il y a toujours des faux positifs, même si le test est dans certains cas excellent. Je ne parle pas du test Covid qui a été bidonné pour faire beaucoup trop de cycles d'amplification et générer beaucoup de faux positifs. De toute façon, ça a été voulu, tout ça. C'est donc on a créé en fait une fausse l'épidémie. Je suis pas un dénégateur, le virus a bien existé, malheureusement il a tué des gens, mais on a amplifié les vagues avec des faux tests. C'est-à-dire que c'était plus des vagues d'infection virale, c'était des vagues de tests positifs. Donc en France, on a fermé des centaines d'écoles parce qu'il y avait 3 PCR positifs dans l'école chez des gens en parfaite santé. Et le ministre Blanquer de l'Éducation nationale arrive à la télé. Heureusement que j'étais là, j'ai fermé les écoles pour sauver la France, que les enfants contaminent pas leur grand-mère et les tuent pas à Noël. Non mais c'est une manipulation colossale. Et tout le monde a gobé. Et les gens on les a obligés quand même tous les matins à faire ce qu'ils voulaient pas tout de suite de l'inoculation. Moi, quelquefois, j'ai croisé des files de gens le matin dans la rue, quelquefois ils gelaient dehors. Il y avait 50 mètres de queue devant les pharmacies, parce que tous les jours, ils devaient faire un test. Même j'ai connu des infirmières qui avaient fait le test quelques heures trop tôt, parce qu'on ne peut pas faire trop de queue, et se faisaient renvoyer de l'hôpital en disant non, il faut revenir avec un test de moins de 3 heures, ou je ne sais pas quoi. C'était honteux. Et en plus, le virus, quand il est là, il est dans la salive, il est au bord des narines, il n'y a pas besoin d'enfoncer une tringle à rideau. En plus, même l'Académie de médecine en France, c'est plein de dire qu'enfoncer comme ça une tige rigide très profondément, il y a des cas publiés. On a endommagé ce qu'on appelle la lame criblée de l'ethmoïde, c'est un terme un peu technique, mais c'est la base de la voûte crânienne, qui est c'est l'endroit le plus fin, qui est au niveau du nerf olfactif, au fond des fosses nasales. C'est là où passent les petites branches du nerf olfactif. Ça fait de 2 mm d'épaisseur. Et en plus, ça se casse facilement. Et si c'est cassé, ça se restaure pas facilement. C'est comme c'est plein de petits trous, comme du gruyère, là. Il y a des gens qui ont eu des dégâts cérébraux, il y a eu des méningites, il y a des gens qui ont déclenché le Covid juste après, comme par hasard, j'en connais plusieurs, qui ont fait des sinusites terribles. Et pourquoi enfoncer ça comme ça qu'un tel sadisme, alors qu'un test salivaire était aussi performant, mais comme par hasard, les tests salivaires n'ont pas été reconnus dans plein d'endroits, alors que les PCR pour les virus respiratoires comme la grippe et autres, disons qu'elles avaient été un petit peu démocratisées que dans les hôpitaux. On les a pratiquement jamais utilisées en médecine de ville, mais dans les hôpitaux, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on les utilisait en routine pour les infections respiratoires. Et c'était toujours un petit cathéter, un petit tuyau en plastique très très fin et souple qu'on enfonçait de quelques centimètres, c'est tout. On défonçait pas la base du crâne comme ça avec des tiges rigides. En plus, le faire des deux côtés. Et puis, vous vous rendez compte, les gens qui ont subi ça tous les jours pendant des semaines, mais ça a été d'un sadisme, d'une violence, tout ça pour rien, avec des tests bidons qui étaient là juste pour que M. Véran puisse montrer qu'il y avait des grosses vagues épidémiques alors que c'était du pipeau. Mais c'est ça la réalité du Covid. Hein. Voilà, c'est la grande manipulation. Alors pour terminer, parce que je suis un petit peu pessimiste par certains aspects, je voudrais dire qu'au fond de moi-même, je suis extrêmement optimiste. D'abord, toutes les forfaitures n'ont qu'un temps, comme les guerres n'ont qu'un temps, que la vérité finit toujours par sortir. Elle sort déjà, hein, la vérité, on la voit partout. C'est que pour l'instant, on cherche encore à nous la cacher. Je sais que ils sont tous, quand je dis tous, c'est l'état profond. Hein, c'est ces gens qui tiennent les ficelles des marionnettes, ils sont un peu en panique aujourd'hui. Je sais que c'est long, je sais que les gens souffrent, je sais que ça touche pas que la médecine, mais moi j'ai des lueurs d'espoir quand on voit l'éveil dans le monde est colossal. On s'en rend peut-être pas bien compte. Moi, je le vois, ne serait-ce c'est mon petit sondage à moi, mais ça fait depuis le début du Covid, de temps en temps, on me reconnaît dans la rue. Maintenant, c'est tous les jours. Et de plus en plus, il y a des millions de gens en France, parce que si tous les jours, plusieurs personnes me reconnaissent, c'est qu'il y a des millions de gens, statistiquement,
qui suivent mes vidéos, par exemple. Alors, je me cite moi parce que c'est mon petit repère quand je vois que quelquefois dans la même journée, je peux être reconnu 10 fois dans le train, sur le trottoir ou ailleurs, ou par les policiers. J'ai des policiers, je dirais pas où pour pas qu'ils aient d'ennui, mais l'autre jour, j'ai croisé un cordon de police, il y avait quelques agriculteurs qui traînaient dans le coin. Quand ils m'ont vu, ils se sont mis au garde à vous, ils m'ont dit respect. La police ferroviaire. Non, mais ça montre. Oui, un gars, un jour de la police ferroviaire, ouais, bravo pour ce que vous faites, ça va dans la police, on est tous avec vous. Quoi. Il me dit ça comme ça sur le trottoir ou à la gare. Ça me fait plaisir. Ça montre que bon, ils sont tous obligés de fermer leur petite bouche publiquement. Ils ont la trouille. Bon, dans la police, il y a un petit pourcentage de fêlés qui sont formatés pour matraquer. Bon, ça a toujours existé, mais la plupart des policiers sont des pères de famille, des gens raisonnables. Ils ont fait ce métier parce qu'ils pensaient protéger leurs prochains, avoir un rôle social aussi, pas qu'un rôle de répression. Et bon, moi, je salue tous ces policiers qui ont fait c'était très difficile, hein, le boulot, parce qu'on les a complètement détournés de leur fonction habituelle pour aller casser du gilet jaune et pour aller... voilà, donc c'est pour ça que je suis optimiste, parce que je vois que la population est en souffrance, et elle est en train de réagir. Et je pense qu'en haut lieu, là, ils sont pas tranquilles. Donc voilà, faut être zen, faut attendre un petit peu, et tout va s'écrouler comme un château de cartes. Et on va voir un monde meilleur. Il faut savoir accepter de connaître le pire pour voir le meilleur. C'est toujours des oscillations.